c'est mieux si je parle comme ça. Et puis après, on débattra ensemble. Et vu qu'on est entre nous, voilà, aucune question n'est tabou. Voilà, on peut parler de tout ce qui nous concerne, nous les travailleurs. Alors, ce débat, il porte sur la situation générale, notamment sur la marche du monde, le fait que la société, elle a une évolution catastrophique, et la société, très vite, est traversée par 3 crises importantes. La première, la crise climatique, une crise économique qui s'aggrave, et puis bien sûr la marche à la guerre. Alors, je vais parler de ces 3 crises d'une manière différente. La crise climatique, c'est pas nous qui le disons, c'est pas Lutte ouvrière qui le dit, c'est tous les experts sont unanimes sur le sujet, et on est tous convaincus que le réchauffement climatique, l'évolution économique, le fait de la manière dont on produit les choses, ça entraîne la société tout entière dans le mur, et on est en train de laisser aux générations futures une terre qui va de plus en plus mal, et nous les humains, on va en payer le prix. Voilà, on a des étés toujours de plus en plus chauds, des hivers aussi de plus en plus chauds. Bref, je ne vais pas développer. On a tous conscience de cette évolution catastrophique. La deuxième crise, c'est la crise économique. Crise économique qui s'aggrave, et ce qu'on constate tous, c'est que le fossé entre les riches et le reste de la population se creuse de plus en plus. Les riches deviennent de plus en plus riches, et le reste de la population, c'est-à-dire ceux qui n'ont que leur salaire, leur allocation ou leur pension de retraite pour vivre, ça devient de plus en plus dur. Et on paye le prix fort de cette crise économique. On a nos salaires qui sont bloqués, nos conditions de travail qui se dégradent. On assiste toujours aux mêmes suppressions d'emplois, aux mêmes licenciements, aux mêmes fermetures d'usines. On subit des attaques de plus en plus brutales de la part des différents gouvernements qui se succèdent. Et on voit en face une classe sociale qui est repue, qui se goinfre, où l'argent dégouline année après année. Si on parle simplement que de la France, vous avez sans doute entendu parler de ces records de bénéfices, ces records de profit des entreprises, des grandes entreprises du CAC 40, les 40 plus grosses entreprises du pays. Je ne vais pas citer le chiffre, mais c'est plusieurs dizaines et dizaines de milliards. C'est à chaque année un record de profit, et derrière, c'est un record de dividendes qui sont versés aux actionnaires. Je crois que la France est première sur le podium, premier pays européen au niveau du taux de reversement de dividendes aux différents actionnaires. Je vais prendre un exemple. La société pour laquelle je travaille, Stellantis, a un PDG qui tourne à 100 000 €. Alors, 100 000 €, je ne parle pas par an, je ne parle pas par mois, je parle par jour. Carlos Tavares, PDG de Stellantis, qui est le mariage entre PSA et Fiat, a gagné, en tout cas pour l'année 2023, l'équivalent de 100 000 € par jour. Et du coup, il faut se poser la question, quelles sont les personnes en France qui sont suffisamment riches pour pouvoir se payer un PDG à 100 000 € par jour? Eh bien, vous avez derrière les actionnaires, principalement la famille Peugeot côté français et la famille Agnelli côté italien, qui, eux, collectivement, au niveau des actionnaires du groupe, ont gagné par jour, je parle non pas par an ou par mois, par jour, 18,3 millions d'euros par jour. Donc pour eux, j'avais trouvé cette formule, pour eux, un PDG à 100 000 € par jour, c'est une baguette de pain, c'est rien, c'est peanuts. Voilà, et ça, cet exemple, on peut le reproduire pour les principales grandes entreprises industrielles, bancaires, financières en France, mais aussi dans le monde. C'est-à-dire qu'on a une classe sociale, ce que nous on appelle cette grande bourgeoisie,
les Bernard Arnault, les Peugeot, les Muliez et compagnie, qui s'enrichissent voilà, d'une manière complètement inimaginable, ou en tout cas pour nous, dans notre tête, on a du mal à s'imaginer, et ils s'enrichissent sur le dos de la population et sur le dos de l'ensemble de la société. Et après, quand il faut financer la politique de réarmement voulue par Emmanuel Macron, vous avez un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui vient à la télé et qui dit, ben voilà, il faut trouver 10 milliards d'économies sur le budget de l'État pour cette année, 2024, et qu'il faudra trouver 20 milliards d'économies pour 2025. Ces 10 et 20 milliards, c'est évident qu'ils ne vont pas aller les chercher dans l'évasion fiscale, qui est estimée à peu près à 80 milliards d'euros. Voilà, pour les Français les plus riches, évidemment, c'est pas nous. Je pense qu'ici dans la salle, personne n'a un compte en banque au Luxembourg ou en Suisse. Bon, en tout cas, levez la main, on est preneurs. On a des choses à vous proposer. Mais oui, le gouvernement connaît parfaitement les personnes qui procèdent à l'évasion fiscale, puisque même si c'est illégal, tout le monde connaît, enfin tous ceux qui sont bien placés connaissent bien les ficelles pour pouvoir échapper à un impôt et puis faire dormir, enfin faire fructifier sa richesse, sa fortune à l'étranger. Donc ils ne vont pas taper là-dedans. Ils ne vont pas taper non plus dans les aides publiques qui sont données à fonds perdus, principalement pour les grandes entreprises. C'est estimé, alors là les chiffres, parce que c'est 150, 160, 200 milliards d'euros par an qui sont distribués principalement aux grandes entreprises de privées. Bien sûr, ils ne vont pas, ne serait-ce que diminuer de 10 milliards. Voilà, ça ne serait pas grand-chose pourtant. Non, ils font le choix d'aller faire des économies, et ça sera sur les services publics, en tout cas dans les ministères qui sont utiles pour nous les travailleurs, pour les chômeurs ou pour les retraités, qui sont utiles dans notre vie. C'est l'hôpital public, c'est l'école publique, c'est les transports, c'est le logement social, etc. Vous avez vu qu'il y a un projet, je ne sais pas s'il est passé, mais qu'une partie du livret A qui est normalement consacrée au financement du logement social, il sera consacré à la politique de réarmement. Donc ils vont faire des coupes franches dans les ministères qui nous concernent directement dans notre vie, puisque vu notre niveau de revenus, c'est pas nous qui allons mettre nos enfants à l'école Stanislas au centre de Paris, comme la ministre là des Jeux Olympiques, ou quand on a des problèmes de santé, on ne va pas aller à la clinique privée de Neuilly-sur-Seine, où il faut payer une blinde parce que voilà, c'est des dépassements d'honoraires qui sont énormes. Je crois que ça ne lui plaît pas ce que je dis. Désolé. Voilà, et donc ils vont taper là-dedans. Ils vont taper là-dedans. Et des sacrifices, il va y en avoir encore de plus en plus durs, de plus en plus brutales, puisqu'on est dans une crise économique. Et dans cette crise économique, les capitalistes, entre eux, se font la guerre. Il y a une guerre économique entre eux. Je vais encore citer le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, qui avait affirmé cette formule, moi, qui me paraît très bonne politiquement. C'est à partir du moment où le marché ne permet pas à une entreprise de vendre plus, il parlait de l'automobile, eh bien il faut aller manger dans la gamelle des autres. La gamelle des autres, ça veut dire pour Stellantis, aller chercher, piquer, voler des parts de marché à Renault, des parts de marché à Toyota, à Volkswagen. C'est-à-dire qu'ils se font la guerre. Et pour se faire la guerre entre eux, il faut d'abord qu'ils fassent la guerre à leurs propres travailleurs, à leurs propres salariés, soi-disant pour être plus compétitifs, c'est-à-dire bloquer les salaires, diminuer le personnel, dégrader les conditions de travail, soi-disant pour que la voiture soit plus rentable et puis qu'ils puissent gagner des parts de marché. Cette guerre économique entre capitalistes, elle a lieu aussi entre les États. Voilà, c'est les États qui soutiennent leurs capitalistes dans cette guerre économique, et je vais en parler après. Mais c'est une guerre sociale qui nous mène depuis bien longtemps, mais à partir du moment où cette guerre économique entre eux, elle est de plus en plus dure, de plus en plus féroce, la guerre sociale que les patrons nous mènent, elle est d'autant plus féroce et d'autant plus dure. C'est qu'ils se payent sur la bête, et c'est sur notre dos qu'ils vont essayer de gagner leur propre guerre économique entre capitalistes.
Alors, je parlais de cette crise économique, et il y a, là je vais peut-être en parler un peu plus longtemps, la marche à la guerre, à laquelle on assiste depuis maintenant 2 ans, depuis le démarrage de la guerre en Ukraine. Mais je vais commencer par parler de Gaza, à l'autre partie du monde où la guerre a repris, puisqu'elle dure depuis maintenant 75 ans. Et là, ce qui est en train de se passer à Gaza, c'est révoltant, c'est écœurant. Nous, en tout cas, on tient à prendre position très clairement, c'est-à-dire qu'on dénonce la politique de terrorisme de l'État d'Israël, la politique colonialiste. Et aujourd'hui, le gouvernement de Netanyahou se sert des horreurs qui se sont passées le 7 octobre, voilà, l'attaque du Hamas contre des civils, pour faire table rase sur Gaza, pour massacrer sous les bombes, mais aussi pour affamer toute la population civile. Et c'est, voilà, je vais employer ce mot, c'est quasiment un nettoyage ethnique qu'ils sont en train de faire, avec la complicité des plus grandes puissances, des États-Unis en premier lieu, bien évidemment, avec toute cette complicité. Et nous, on tient à prendre position, et bien sûr qu'on est évidemment du côté du peuple palestinien qui subit ce massacre et cette famine qui est en train de se développer. Et ce qu'on dit, alors il y avait une expo qui était commentée, il va peut-être y avoir une redite, mais on assiste aujourd'hui 2 peuples, voilà, le peuple israélien et puis le peuple palestinien qui se trouve piégé par le nationalisme et piégé par l'impérialisme qui a créé un fossé de sang entre ces 2 peuples. Et la perspective qu'on défend, elle est ultra minoritaire, on en est très conscient, mais c'est à nos yeux la seule qui est valable de défendre. C'est que les travailleurs palestiniens et les travailleurs israéliens, eh bien, il faudra qu'à un moment donné ou un autre, ils s'entendent, ils se tendent la main, ils s'entendent, et qu'ils prennent conscience que pour avoir la paix dans cette région, il faudra qu'ils se débarrassent à la fois des nationalistes, mais aussi du gouvernement israélien. Et nous, on milite en tout cas pour une perspective où c'est les États socialistes du Moyen-Orient, c'est-à-dire que c'est les travailleurs de Jordanie, les travailleurs d'Égypte, les travailleurs de Palestine, les travailleurs d'Israël qui doivent foutre en l'air à la fois leur gouvernement, parce que évidemment les gouvernements arabes sont complices dans ce massacre, mais aussi qui prennent directement le pouvoir et puis qui réorganisent la société. Alors, c'était juste un petit point sur Gaza, mais il y a évidemment ce qui se passe en Ukraine, et puis dernièrement les déclarations de Macron qui ne sont pas passées inaperçues. Alors on peut discuter pourquoi Macron a parlé de la possibilité d'envoi de troupes au sol directement en Ukraine pour combattre l'armée russe, mais il a sûrement des motivations électorales, puisqu'on s'approche des élections européennes. Bon, en tout cas, ce que Macron a fait, il a dit tout haut, ce que dans tous les états-majors militaires, ça fait des mois et des mois, sinon des années, qu'ils ont déjà écrit le scénario sur le papier. Il ne faut pas croire que les états militaires découvrent ou ils vont comme ça au petit bonheur la chance. Ça fait longtemps qu'ils ont étudié un scénario possible d'élargissement de la guerre et d'envoi de troupes au sol, voilà, y compris dans les états-majors politiques. Alors ce qui se passe en Ukraine, c'est l'illustration aussi du fait que à la fois Poutine, mais les États-Unis ont réussi, et là il faut que ça nous marque les esprits, que ça marque notre conscience, ils ont réussi à creuser un fossé de sang entre les travailleurs russes et les travailleurs ukrainiens. Et je tiens quand même à rappeler que dans cette région du monde, l'Ukraine, c'est un même peuple. C'est un même peuple. Ils parlent la même langue, ils ont la même histoire, ils ont la même culture, ils ont la même religion. C'est kiff-kiff de 2 côtés de la frontière. Y compris, vous avez des familles où le père est russe, la mère est ukrainienne, vice-versa.
Et quand même, ces deux puissances ont réussi à créer un fossé de sang. Alors ici, en Occident, on veut nous mettre dans la tête qu'il y a la nature de cette guerre, c'est le bien contre le mal. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des guerres, de toute façon, il y a du côté les gentils et du côté les méchants. Je caricature, mais en fait pas du tout. Et les méchants aujourd'hui, on voudrait nous présenter, alors Poutine, le dictateur Poutine, la Chine, la Corée du Nord, peut-être l'Inde, c'est pas encore trop, et puis les forces du bien, les gentils, ça serait Biden, demain peut-être Trump, vous voyez un peu, et puis les gouvernements occidentaux. Bon, ça c'est un peu la tarte à la crème, et c'est la belle histoire que nos gouvernements, ils voudraient à quoi on croit pour pouvoir être derrière nos gouvernements, être derrière nos capitalistes. Bon, le fond de l'affaire, c'est que c'est pas ça. Le fond de l'affaire, quand vous avez une guerre dans un coin du monde, il y a derrière, de toute façon, des intérêts économiques. Il y a derrière des capitalistes, des trusts industriels, internationaux, qui ont intérêt à ce qu'il y ait la guerre. On pourrait discuter de ce qui se passe depuis des décennies en Afrique, mais c'est à chaque fois vous avez des intérêts économiques qui sont derrière. Et en Ukraine, c'est ça, c'est une lutte d'influence entre d'un côté les oligarques russes, et d'un autre côté les États-Unis en premier lieu, et puis les puissances occidentales qui, sur le dos de la population ukrainienne, qui est complètement pris en otage dans cette affaire. Vous avez aujourd'hui toute une génération de jeunes travailleurs russes qui sont sous l'uniforme et de jeunes travailleurs ukrainiens qui sont sous l'uniforme, qui sont en train de pourrir dans les tranchées depuis 2 ans. Parce que la réalité, c'est ça. Et là-dedans, vous avez les États-Unis, l'impérialisme américain, qui y trouve son compte. Depuis 2 ans, il y trouve son compte, à la fois parce qu'il a réussi à imposer aux puissances européennes un blocus économique contre la Russie, qui a fait que, je donne juste un exemple, mais comme quoi ça a des conséquences qui nous touchent même ici en France. Par exemple, en Allemagne, l'économie allemande, jusqu'à le blocus économique contre la Russie, se fournissait auprès du gaz russe qui était très peu cher. À partir du moment où les Américains, où l'État américain a dit maintenant c'est fini, on ne commerce plus avec la Russie, les capitalistes allemands sont obligés de se fournir avec le gaz de schiste américain qui est extrêmement cher. Voilà, et il y a bon pour les capitalistes américains, et on pourrait citer un certain nombre d'exemples de cette manière-là. Parce que dans la guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine, il y a toujours cette guerre économique qui se poursuit, qui ne s'arrête pas, entre les États-Unis, entre les capitalistes américains et les capitalistes européens. Et c'est ça qu'il faut avoir conscience, c'est que quand ils veulent nous dire c'est le bien contre le mal, ça c'est du baratin. C'est du baratin et c'est un mensonge d'État. Nous, il faut qu'on ait conscience que, en fait, derrière, c'est une rivalité entre d'un côté des capitalistes, de l'autre côté des oligarques russes, et même à l'intérieur du camp impérialiste, ils se font la guerre sur notre dos, en utilisant nos gamins demain, peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, même si on n'a pas encore la guerre véritablement ici, on la paye déjà à travers les 10 milliards d'économies dont je vous ai parlé, la politique de réarmement, tout ça, c'est nous qui allons le payer, c'est sûrement pas les grands bourgeois français qui vont mettre la main à la poche. Alors, juste, je vais conclure. Il y a d'abord un premier constat sur ces 3 crises, la crise climatique, la crise économique et la marche à la guerre, c'est que c'est des problèmes internationaux. C'est des problèmes qui ne peuvent pas se résoudre à l'échelle d'un pays. La crise climatique, même si un pays riche devenait hyper responsable et faisait en sorte que ses industriels arrêtaient de polluer, que ça résoudrait absolument pas du tout le problème au niveau mondial. Et les dômes de chaleur, on les aurait de toute façon à un moment ou à un autre en France, par exemple. Pareil pour l'économie, pour la crise économique, et pareil pour la marche à la guerre. On sent bien que ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Ukraine, ce qui est en train d'évoluer, on peut très rapidement aller vers une généralisation de la guerre, vers des dérapages et une escalade. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat qu'on fait,
c'est qu'est-ce qui est responsable de ces crises à laquelle l'ensemble du monde du travail est confronté. Eh bien, c'est, pour nous en tout cas, c'est le capitalisme. C'est l'ordre économique, c'est la manière dont est organisée la société, à la fois à l'échelle de pays comme la France, mais aussi à l'échelle du monde. C'est l'impérialisme, c'est les principales puissances économiques. Je ne sais pas s'il marche tout le temps. Vous arrivez à me suivre, vous arrivez à m'entendre, bon, c'est le principal. C'est l'impérialisme, ce système qui a mis, où les grandes puissances mondiales, les États-Unis en tête, ont mis en coupe réglée l'ensemble de la planète, l'ensemble des pays, pour défendre les privilèges, les intérêts de leur bourgeoisie, la bourgeoisie américaine, mais aussi la bourgeoisie européenne. Et le reste, tant que l'humanité ne se sera pas débarrassée du capitalisme et de l'impérialisme, la société ira de crise en crise et de guerre en guerre. En tout cas, nous, c'est ce qu'on affirme parce qu'on en est profondément convaincus. Et vous allez me dire, mais alors, c'est quoi la solution? Eh bien, la solution, nous, on est convaincus et on milite pour cette perspective-là. La seule solution qui vaille le coup de se battre, eh bien, c'est qu'il faut que les travailleurs prennent conscience, s'organisent, s'unissent, prennent conscience qu'il va falloir se débarrasser, non pas simplement d'un Macron, d'un Trump, mais se débarrasse de cette classe sociale dont j'ai parlé tout à l'heure, cette grande bourgeoisie, ces capitalistes qui imposent leur dictature à l'échelle mondiale et aussi qui font que la société va de crise en crise, de guerre en guerre et va dans une impasse sanglante. Alors, vous avez ici, les travailleurs font tout dans la société, c'est à eux de la diriger, c'est ce qu'on pense profondément. Et c'est les travailleurs, la classe ouvrière, c'est la seule classe sociale qui a cette capacité, parce que justement, elle fait tout tourner. D'une part, sans les travailleurs, il n'y a rien qui tourne. On l'a vu pendant le Covid, tout était arrêté. Et les seuls services vitaux qui devaient fonctionner, c'était les travailleurs qui les faisaient fonctionner. Donc la société ne peut pas se passer des travailleurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les travailleurs ont tout à gagner à un changement de société. Parce qu'on ne possède rien. Quand je dis qu'on possède rien, je ne parle pas de notre voiture ou de notre logement, parce que la plupart du temps, de toute façon, on est locataire à la banque. Mais je parle, les travailleurs ne possèdent pas de banque, on ne possède pas d'industrie, on ne possède pas d'usine, on ne possède pas de grandes entreprises, on ne possède rien du tout, à part notre force de travail. Et c'est là où on représente une force sociale dans la société, où on est les seuls. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir avoir cette capacité, ce pouvoir de changer la société, de s'attaquer aux racines du mal. Et les racines du mal, je le redis parce que c'est quand même dans nos têtes, c'est pas simplement Macron, c'est ceux qui sont derrière. C'est cette grande bourgeoisie. Alors, vous allez me dire, mais on n'arrive même pas à défendre nos retraites, on a du mal à se mettre en grève pour nos salaires. C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, la combativité ouvrière dans la société, elle est pas au niveau où elle devrait être, mais même si on devait mener des grèves, il faudra qu'on les mène. Ces grèves pour nos retraites, ces grèves pour embaucher les jeunes dans les entreprises dans lesquelles on travaille, des grèves pour augmenter nos salaires, pour augmenter les pensions de retraite, pour faire en sorte que les chômeurs ne soient plus attaqués sur leur indemnisation, etc., etc. Bien sûr qu'il faudra les mener, mais même si on devait les mener et les gagner, ça ne résoudrait absolument pas le problème aujourd'hui. C'est que demain, si on a la guerre, on aura beau avoir eu 400 € d'augmentation de salaire, ça nous amènera à quoi? Et je vais parler juste 30 secondes, évoquer l'exemple de 1936, grande grève générale, où la classe ouvrière occupait les usines, c'était les travailleurs qui étaient maîtres des usines, ils ont gagné, ce que l'on sait, les 40 heures, etc., et les congés payés. Et 3 ans plus tard, les mêmes qui occupaient les usines étaient au front dans la tranchée. Pourquoi? Parce que sur le fond, ils se sont arrêtés à mi-chemin. Ils n'ont pas été jusqu'au bout. Peut-être qu'il pouvait y avoir des possibilités à ce moment-là. Et nous, il faut qu'on ait conscience qu'il faudra qu'on aille jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, ça veut dire prendre en main la société et prendre le pouvoir. Alors pour ça, il faut que les travailleurs ils soient organisés. Et on le ressent
dans les entreprises où on est, où c'est, la plupart du temps, on pense qu'on est isolé, c'est l'individualisme qui prime, on n'est pas organisé, les syndicats sont faibles, etc. Oui, c'est un problème, c'est une faiblesse. Dans le camp d'en face, ils ont 10 métros d'avance sur nous. Eh bien, il faut que nous, les travailleurs, on soit organisés. Notre force, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on fait tout fonctionner, on n'a rien à perdre, mais aussi on est les plus nombreux dans la société. Pour nous, le monde du travail, la classe ouvrière, c'est ceux qui n'ont que leur salaire, leur allocation ou leur pension de retraite. Ça fait du monde dans la société quand vous comptez. Mais ce nombre, même s'il se met en bagarre, même s'il se met en grève, eh bien, il n'est pas grand-chose s'il n'est pas organisé. Et il faut qu'il y ait dans ce pays, pas que dans ce pays, mais nous, on milite pour que les travailleurs ils soient organisés dans un parti ouvrier. Alors, juste 30 secondes sur le parti, cette notion de parti. Nous, ce qu'on veut construire, ce n'est pas un parti comme LFI ou comme le Parti communiste, qui se donne comme objectif simplement d'avoir des députés à l'Assemblée nationale, d'avoir des ministres, de temps en temps, peut-être d'avoir la présidence de la République, parce qu'au final, de toute façon, si on ne renverse pas le système, ceux qui sont élus, ils se retrouvent à servir la politique des capitalistes. Nous, quand on parle de parti, c'est un parti de travailleurs, un parti de chômeurs, un parti de retraités du monde du travail, qui se réunit pour réfléchir où est-ce qu'ils sont nos intérêts. On y reviendra dans le débat sûrement, mais c'est ça qui manque cruellement à la classe ouvrière aujourd'hui, cette conscience politique, cette conscience de classe, et le fait qu'elle n'ait pas, elle, la classe ouvrière, un parti à elle, qui défende non seulement ses intérêts, mais qui défende une politique, une perspective politique. Alors, toutes ces idées, on les défend tous les jours de la semaine, que ce soit à l'usine, à l'entreprise ou dans l'autre quartier, en famille, auprès de nos amis. Et bien sûr, on va se saisir de l'occasion des élections européennes, et ce n'est pas du tout contradictoire avec ce que je disais avant, on va se saisir des élections européennes pour défendre ces idées-là, et surtout dans la situation actuelle, où on a la marche à la guerre, où on va avoir les idées nationalistes, mais y compris les idées pacifistes, qui vont prendre le dessus. Et là, on pourra y revenir dans le débat. Eh bien, il faudra que nous, ce qu'on va défendre comme politique, c'est, face au nationalisme, on défendra l'internationalisme ouvrier. Quand les autres brandiront le drapeau bleu, blanc, rouge, eh bien nous, on brandira le drapeau rouge des ouvriers. Et parce que nous sommes convaincus que par-delà les frontières, les travailleurs, ils ont un intérêt commun, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nationalité, quel que soit l'endroit où ils sont nés, ils ont un intérêt commun, c'est de transformer cette société, de la renverser, d'y prendre le pouvoir et de la réorganiser pour la faire tourner pour le bien de l'humanité. C'est cette perspective qu'on va défendre dans les élections européennes. Et donc là, vous avez, on est dans le 94, donc vous avez les camarades vous avez la chance d'avoir des camarades qui se présentent, qui sont sur la liste lutte ouvrière. Je vais dire les prénoms, Agathe, Lucien et Josépha, voilà, qui sont, parce qu'on va présenter une liste, voilà, c'est la marque de fabrique de lutte ouvrière, on va présenter une liste de travailleuses et de travailleurs, parce que nous, voilà, on est une organisation ouvrière, et on milite pour un parti ouvrier communiste révolutionnaire. Voilà.